Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le 29e bilan des différentes équipes lors de l'intersaison de 2024. Et aujourd'hui, on va parler des Minnesota Vikings. Pour ce faire, je suis d'abord accompagné de PA. Salut PA, comment vas-tu? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va bien. On clôture la NFC Nord avec les Vikings, donc hâte de pouvoir échanger sur cette belle équipe. C'est ça. Et pour ce faire, on est accompagné de Axel qui fait partie de l'équipe Minnesota Vikings FR et du podcast Vikings Therapy. Salut Alex, comment vas-tu? Axel, pardon. Ça y est, Il premier. n'y a pas de souci. On me l'a fait souvent. Mais moi, on me fait Euh, beaucoup Axel aussi et ça ouais, bah m'énerve. voilà. Donc voilà, y a pas de. Pas de souci. Bah, écoute, salut. Je suis très content d'être sur le podcast du Front Office avec vous et parler de la belle franchise des Vikings. Est-ce que tu as envie de te présenter pour nos auditeurs? Est-ce que tu fais ton podcast, un peu Ouais, tout? ouais, Ah oui. donc moi c'est Axel, donc je gère le compte donc Vikings France à @minvikingsfr sur Twitter. Donc depuis de nombreuses années maintenant, on commence à être un des plus anciens. Et voilà, et puis en parallèle de ça, j'ai monté avec d'autres fans des Vikings un podcast qui s'appelle donc Vikings Therapy, qui est sur toutes les plateformes de podcast habituelles, où ça fait maintenant 3 saisons qu'on découpe la saison semaine par semaine, et des fois pendant la off-season quand il y a des événements comme la draft et puis la free agency. Donc on essaie d'occuper toute l'année avec notre podcast, se réunir entre nous et essayer de parler de tout ce que cette franchise nous fait subir entre nous, ça fait du bien. C'est ça. Bah, ça fait plaisir d'avoir un nouveau podcast sur une franchise de NFL qui nous rejoint. Donc merci, n'hésitez pas à aller suivre du coup Vikings Therapy sur toutes les plateformes. Moi je l'ai vu notamment sur Spotify. C'est assez Exactement. cool. Donc voilà, merci d'être avec nous, ça fait plaisir. Aujourd'hui on va du coup parler des Vikings, comme vous pouvez vous en douter. On va faire comme d'habitude un retour sur la saison de 2023, faire un petit cap sur l'intersaison avec le cap disponible et les besoins. Parler de la free agency, de ce qui nous a plu, de ce qui nous a moins plu, pareil pour la draft, et un peu se projeter pour la saison 2024. Pour la saison 2023 déjà, vous avez fini en 7-10, pas de playoff. PA, je vais te laisser commencer, hein, le regard externe comme souvent. Comment t'as vécu toi de loin cette saison des Vikings? Bah, pour la saison 2023, on ne savait pas trop à quoi s'attendre parce que les Vikings avaient fait les playoffs l'année d'avant, en 2022, euh, avec beaucoup de victoires et sur ces victoires-là, pour beaucoup en tout cas, assez peu de points de différence contre les adversaires. Donc il y avait une réelle question de se dire, bon, est-ce que c'était une année où la pièce tombe toujours du bon côté ou est-ce que c'est aussi, on dit parfois que la chance, elle est provoquée par les coachs, par les joueurs, est-ce que du coup ça peut être réitéré? Euh, le début de saison a été quand même ultra compliqué. Il commence par 3 défaites. En fait, j'ai l'impression que la saison, elle a été en 3 temps, quoi. Vraiment, ils ont commencé par 3 défaites et même en poussant un petit peu 4 défaites sur les 5 premiers matchs. Après, il y a eu pas mal de victoires. Durant ces victoires-là, il y a eu la blessure de Cousins, il y a eu la blessure aussi de Jefferson. Donc, il y a eu la très belle histoire de notre astronaute favori, Joshua Dobbs. Et puis arrivé un moment où je pense que voilà, le coaching staff n'avait plus à trouver de solution, qu'ils avaient vraiment poussé tout ce qu'ils avaient à pousser. Et puis il y a eu une succession de défaites pour finir la saison. Mais ouais, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et finalement, passer la saison 2023, on ne sait toujours pas à quoi s'attendre pour 2024 non plus. Je pense que c'est une équipe qui doit se situer entre 2022 et 2023. Toi Axel, t'en as pensé quoi? Est-ce que tu partages ce que dit PA? Est-ce que tu as un autre regard? Voilà. Toi, comment tu l'as vécu cette saison en tant que fan? Bah, comme d'habitude avec les Vikings, c'est souvent un amoncellement de montagnes russes au niveau émotion. C'est vrai que tu l'as dit, on a la saison d'avant, on avait beaucoup de victoires entre guillemets par la chance. Et ce schéma-là s'est reproduit sur les premières semaines où on faisait des matchs serrés, mais cette fois-là, on les perdait par des erreurs, par des manques de chance ou manque de préparation ou un manque de coaching. Il y a eu peut-être tout à la fois. Il y a eu après cette victoire contre les Panthers, bon, qui non plus, enfin, c'est pas non plus de quoi se galvauder sans offenser cette équipe des Panthers. Derrière, bon,
une défaite contre les Chiefs assez classique. Puis il y a eu du mieux, mais bon, sans vraiment trop convaincre. Il y avait des joueurs qui performaient, la connexion Cousins-Jefferson marchait bien, mais derrière, on voyait que défensivement, c'était quand même très compliqué. Flores faisait avec ce qu'il avait, c'était du bricolage. On sortait d'une saison catastrophique sur le plan défensif. Là, on trouvait un nouveau schéma, pas facile à mettre en place, très exigeant pour les joueurs. Donc il y a eu cette période aussi d'adaptation. Et puis voilà, donc la blessure de Cousins qui du coup casse cet espoir dans l'œuf, parce que c'est quand même un joueur, mine de rien, très Crucial. ouais, voilà, j'allais dire très précis dans ce qu'on attend de lui. Et puis bon, Dobbs a fait l'affaire pendant 2 semaines, mais derrière, après, les équipes ont su s'ajuster à ce qu'on leur proposait, même si en changeant de quarterback, en prenant Nick Mullens ou Jaren Hall, voilà, c'est quand même limité, surtout quand Jefferson était blessé, même si on avait Addison qui fait une très bonne saison rookie. Derrière, c'était vraiment trop peu niveau talent pour espérer mieux. Franchement, c'était des hauts, des bas, et quand on regarde sur l'ensemble, c'est une saison où on se situe assez bien, selon moi. 7-10, c'est vrai que c'est d'un point de vue extérieur, on peut se dire à un moment que c'est bien payé quand on regarde le début de saison, c'est bien payé quand on regarde la fin de saison, mais quand on regarde à la baille et que vous êtes en 6-6 et qu'après vous battez Las Vegas et que vous faites en 7-6, tu te dis, oula, attends, il y a un espoir d'aller en playoff à ce moment-là. Et ouais, au final, les 4 matchs étaient compliqués, quoi, parce que tu joues Cincinnati, Détroit 2 fois et Green Bay. C'était pas les matchs les plus simples pour finir la saison. Ouais, il y avait de ça aussi. C'est vrai que le calendrier était assez compliqué avec des matchs de division pour terminer. Il y a eu un petit espoir, hein, comme tu le dis, à 7-6, même si la victoire contre les Raiders, c'est un 3-0. Bon, voilà. Difficile. Ouais. Derrière, Cincinnati était prenable, mais bon, pareil, on fait n'importe quoi sur la fin de match, on se laisse déborder défensivement. Je pense que les joueurs étaient cuits physiquement. Après, bon, Détroit, Green Bay, c'était au-dessus de nous, donc pas de regret cette fin de saison. C'était assez logique en soi. Ouais, c'est un peu le ressenti qu'on a, c'est que vous êtes à votre place, entre guillemets. C'était une saison difficile, des blessures de Oui. 2 joueurs clés en Cousins et en Jefferson. C'est dur quand c'est les 2 joueurs qui sont. Je sais pas si c'est les 2 joueurs les mieux payés, mais aujourd'hui, ce le serait. Donc, ouais, Oui. compliqué pour la suite. Et pourtant, c'est dommage, tu as parlé de l'intérim de Dobbs, 2 victoires contre Atlanta enfin, contre les Falcons et les Saints. Ensuite, tu peux te dire que tu as encore 2 matchs faciles, entre guillemets, hein, toujours, parce que tu joues les Broncos et les Bears. C'est là où tu perds ces 2 matchs et c'est un peu dommage. Le 21-20 contre les Broncos, je pense qu'il fait mal sur le reste de la saison, malheureusement. Donc voilà. Est-ce que PA, tu as quelque chose à rajouter sur cette saison des Vikings? Ouais, alors, quelque chose à rajouter. Après coup, c'est peut-être plus facile, mais c'est vrai que quand tu vois que Jefferson, que Cousins commence à être blessé, je sais que le tanking n'existe pas réellement, mais est-ce qu'à un moment donné, tu te prends pas la vérité en pleine tête et tu dis, bon, c'est bon, là, ça va être compliqué et je vais mettre les joueurs dans le formol pour l'année prochaine. Et au final, tu l'as pas fait et TJ Hawkinson, il s'est blessé sur la fin de saison. Est-ce que tu vas pas le regretter pour le début de la saison 2024, là où 2023, tu n'avais plus rien à jouer, hormis la victoire contre les Raiders 3-0, qui fait que finalement, ton pic de draft est un petit peu plus bas que ce que potentiellement tu aurais voulu. Donc, je sais que c'est pas évident, que c'est des décisions qui sont pas faciles à entendre, mais parfois, c'est peut-être pour le mieux pour une équipe de mettre, alors c'est pas de tanker, mais du coup de mettre des joueurs peut-être rookies, sophomores, et de les faire jouer, quoi. De faire, on va dire ça, de leur faire prendre de l'expérience, mais effectivement de laisser les titulaires et les joueurs qui normalement sont plutôt les forces de ton équipe, peut-être de les laisser un petit peu plus au repos pour éviter de risquer quelque chose et de laisser couler la saison. Je dis ça parce que Hawkinson il s'est blessé, au final Jefferson il est revenu, mais il est revenu pourquoi? La saison a été pliée en fait, donc j'ai pas trop compris, il a fait ses stats, mais c'est pour 4 défaites, et au final, il aurait pu se reblesser, quoi. Donc, Ouais, non, c'est une réflexion légitime, hein. On l'a tous à ce moment-là, hein, si, ce que dit bon. Surtout qu'il y avait des beaux prospects, on va pas se mentir, en termes de QB, et on savait pas de quoi était fait l'avenir, surtout en parlant de Kirk Cousins. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que tu peux aborder. Après, moi je pense que c'est un mauvais signal que tu envoies à tes joueurs, surtout que
la question en suspens et la principale, c'était l'extension de Jefferson. Donc on savait qu'il y avait des discussions à la fin de sa 3e année, et on était sûr qu'il allait en avoir donc après cette année-là. Donc il y a sa blessure qui rentre en compte évidemment, mais il y a aussi le fait de dire on construit une équipe pour gagner, on ne construit pas une équipe pour baisser les bras. Je pense que tout a été fait pour faire en sorte d'avoir le meilleur résultat possible, quoi qu'on fasse. Au final, on a vu que on avait le 17e choix à la draft. Il y a toujours des moyens de monter ou de descendre. Ça après, c'est toujours des manipulations de draft et de general manager. Mais voilà, moi je pense que c'est vrai que c'est des choses que tu peux faire en NFL. C'est compliqué de tanker, on va dire, mais parce qu'il y a peu de matchs. Mais c'est vrai que c'est toujours un mauvais signal que tu envoies à ton équipe, quoi, de perdre en faisant exprès, entre guillemets, même si je pense pas que les équipes fassent exprès de perdre dans cette ligue-là. Ouais, et puis quand tu joues 3 matchs pour finir de 3 matchs de division, t'as envie d'emmerder tes collègues de division. Donc, exactement, ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et Jefferson, sur ces 2 matchs contre Détroit notamment, il fait 141 et 192 yards. Alors, c'est des yards et on se comprend, ça va te mener à des défaites, mais je pense que ça a dû faire plaisir quand même pour sa petite ligne de stats. On pourra en parler dans les années à venir de ah là là, contre Détroit en moyenne, il fait 150 yards ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Oui. Surtout en plus que c'était ses 3 premières années, il a le record du coup de réception pour un joueur sur les 3 premières années. Donc c'est des choses, je pense, qu'ils tiennent à cœur d'essayer de battre cela. Je pense que pour l'année prochaine, s'il reste en bonne santé, il va essayer d'atteindre les 2 milliards sur la saison. C'est des choses qu'aujourd'hui on peut espérer, qu'on voit la saison Tyreek Hill ou la saison que fait Chase. Je pense que Jefferson peut, s'il joue 18 matchs, peut peut-être atteindre les 2 milliards sur la saison. Ça peut être aussi un objectif pour lui. Quand tu vois le début de sa saison, il fait 150, 159, 149. Ouais, c'est clair. C'est clairement atteignable. On va pouvoir passer du coup à la suite. L'intersaison était du coup là, après cette défaite contre Détroit. Grosse question, est-ce qu'on re-signe Kirk Cousins, est-ce qu'on re-signe pas Kirk Cousins? Au final, c'est parti. Kirk Cousins est parti chez les Falcons. Mais avant ça, Axel, qu'est-ce que tu voyais comme besoin pour cette intersaison du côté des Vikings? Est-ce que tu avais identifié? Tu as parlé de la défense qui prenait des valises tout le temps et que Brian Flores faisait avec ce qu'il pouvait. Est-ce que tu as des besoins précis en termes de poste, au niveau de l'attaque, de la défense, voilà. Qu'est-ce que tu avais identifié? Pas forcément que pour la free agency, free agency et draft confondus. Voilà. Ouais, quand tu vois le résultat, l'entièreté de cette saison, puis un peu la saison d'avant aussi, on remarque que sur le poste de cornerback, il nous manque quand même un joueur qui est une sûreté, on va dire, un mec sur lequel tu peux compter. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas. Flores a essayé de travailler ça en faisant des packages, en faisant un peu des jeux où il camouflait ça avec 3 safety par exemple, ou essayer de couper l'action dans l'œuf en rushant. Mais quand on voyait que quand tu joues des équipes avec des très bons receveurs, c'était assez compliqué. Donc je pense que cornerback, c'est un poste où on aura toujours besoin. Et on avait besoin là sur cette fin de saison. Après, chez les Vikings, il y a toujours cette arlésienne de l'intérieur de la ligne offensive et même l'intérieur de la ligne défensive. C'est des secteurs de jeu où on se fait parfois ouvrir contre des équipes qui ont des gros mecs, des gros profils, que ce soit défensivement ou offensivement. On a toujours ce problème-là un peu de muscles et de puissance. Donc c'est ça, on sait jamais trop comment faire là-dessus. Pour moi, c'est les 3 points essentiels sur cette fin de saison qui peuvent être musclés par une free agency. Ok. Très bien, on va pouvoir y passer si tu as envie. Et si ça vous va tous les deux. Lors de cette free agency, il s'est passé beaucoup de choses. PA, est-ce que tu as envie de commencer par les points positifs, on va dire, de cette intersaison, notamment de la free agency, et toi c'est plutôt côté défensif? Ouais, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient
c'est complètement changé, je dirais, leur ligne de linebacker. Ils ont signé 1, 2, 3, 4, 5 linebackers durant la free agency. C'est énorme. Deux gros linebackers qui viennent directement de Houston, dont un qui a été quand même bien payé, un Greenard, 4 ans, 76 millions. On en a parlé sur l'épisode des Vikings, des Dolphins, mais Van Ginkel, du coup, il arrive aux Vikings. C'est un outside qui a plutôt bien performé avec les Dolphins. Hein. Alex ne va pas me contredire là-dessus. Il est un peu dégoûté de l'avoir perdu Oui. pour Miami. Voilà, j'ai bien aimé sur la partie défensive, sur la partie offensive, la signature de Darnold. C'est bien, mais après, ça ira en complément aussi de ce qui s'est passé à la draft. Mais c'est plutôt intéressant, effectivement, d'avoir signé un QB, on peut considérer maintenant vétéran, qui va pouvoir encadrer toute cette équipe-là. Et sur l'aspect un tout petit peu plus hors terrain, l'extension de Jefferson et moi, ce que je trouve important, la 5e année d'Arisso, parce que depuis qu'il est arrivé dans la ligue, il a solidifié au moins la partie gauche de la ligne offensive. C'est un joueur qui a directement eu un impact sur les lignes offensives, de le garder en tout cas avec la 5e année, donc ça laisse encore 2 ans pour pouvoir renégocier un nouveau contrat. C'est très bien. J'ai regardé sur cette draft-là, il y en a eu beaucoup qui ont eu la 5e année de levée. Hein. C'est impressionnant. Peu d'erreurs sur cette cuvée de draft. Toi, Axel, avant de te donner la main, c'est vrai que Van Ginkel, moi, ça me fait chier. Je suis content que vous le récupériez pour vous, quoi. Mais on va dire, comme il y a beaucoup de déplacements intra-division au niveau de la FCS, je suis content qu'il soit allé en NFC Nord, on va dire. Donc ça déjà, c'est plutôt pas mal. Et Darnold, je suis assez d'accord sur comment dire au niveau de ce qu'il peut apporter et de ce qu'il peut montrer, ça peut être intéressant pour l'équipe. Axel, toi, qu'est-ce que tu as aimé dans cette free agency? Est-ce qu'il y a des joueurs dont on a parlé que tu as aimé? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as aimé? Le floor est à toi. Ouais, bah moi, il y a une signature que j'aime bien, c'est Blake Cashman, parce que c'est un bon joueur déjà, et c'est surtout un natif du Minnesota, donc c'est toujours un plaisir de voir des joueurs comme ça revenir dans leur état d'origine, et je pense qu'il va nous apporter beaucoup, parce qu'il a quand même beaucoup de saisons maintenant dans sa besace, et il nous faut de l'expérience pour ce que Brian Flores demande. Et vu que derrière il y a beaucoup de rookies, de sophomores, des jeunes joueurs à former entre guillemets et à guérir, donc ça va être excellent pour nous. Je réfléchis ça. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est la venue d'Aaron Jones, parce que le poste de running back, on a vu qu'on a essayé de pressuriser Dalvin Cook jusqu'à la fin. Il a donné tout ce qu'il a pu. On a essayé de le remplacer par Alexander Mattison, qui est, on va dire, un running back 1,5. C'est pas un running back numéro 2, c'est pas non plus un running back numéro 1. Donc on l'a vu cette saison. Donc là, l'arrivée d'un bon joueur comme ça, confirmé, ça va aider notre attaque. Et surtout, ça va mettre en confiance notre nouveau quarterback, qui devrait être Sam Darnold pour commencer. Avoir un mec comme ça, avec les armes que tu as à la passe, c'est quand même sympa. Surtout en plus de prendre un bon joueur comme ça, un rival de division, c'est toujours une petite saveur supplémentaire. Donc, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'était le carrousel des running backs, puisque vous avez récupéré Aaron Jones, notre ami Mattison qui est parti aux Riders, et Josh Jacobs qui est parti aux Packers. Ça faisait le petit corner. Ouais. Tu parlais d'un running back 1,5 pour Mattison. On va clairement le voir, je pense, cette saison avec Zamir White du côté des Riders. Je pense qu'on a 2 running backs 1,5. Et Aaron Jones, c'est top. Tu en as très bien parlé pour le côté aide du QB, peut donner des diversions on ne sait pas trop à qui on va donner la balle et quel est le play surtout qu'on va lancer. Aaron Jones, c'est un bon receveur en plus, donc ça peut totalement aider Darnold dans des mauvaises lectures d'avoir une petite valve de sécurité, et pourquoi pas JJ McCarthy, même si j'ai l'impression que lui, quand il aura une mauvaise lecture, il va plutôt courir, donc plutôt que de lancer de lancer la balle. Mais avoir un Aaron Jones, je pense que ça va vraiment aider. Et c'est pareil, j'aime beaucoup ces choix. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez aimés lors de cette free agency, des arrivées que vous avez aimées d'une manière ou d'une autre?
Ouais, bah moi, de manière générale, surtout en fait la réaction du front office quand tu vois que Kirk Cousins signe ailleurs, Daniel Hunter signe ailleurs, t'as d'autres aussi départs. Je pense à DJ Wonnum sur la ligne défensive. J'en oublie certainement, mais t'en as quand même pas mal qui sont partis. C'était des contrats qui avaient été négociés par l'ancien régime de general manager. Donc en fait, c'est un peu une page qui se tourne petit à petit avec des contrats qui n'étaient pas forcément voulus entre guillemets. Et même si c'est des joueurs qu'on a apprécié nous en tant que fans des Vikings, ça fait mal de les voir partir, mais on voit que derrière, la solution a été trouvée assez rapidement. Il y a des signatures très rapides derrière. Donc j'ai bien aimé pour une fois que en fait, on n'a pas été attentiste dans cette période-là et on avait un plan. Et ça, c'était pas toujours le cas. Et moi, ça m'a plu, en tout cas, sur cette fin de saison, enfin sur entre-saison. Ouais, et jusqu'à temps qu'un prochain front office arrive aux Vikings et veuille se débarrasser de tous ces nouveaux contrats, peut-être, on sait pas, mais C'est ça le jeu. m'étonnerait, hein. C'est toujours le jeu. PA, t'as quelque chose à rajouter sur la partie positive de cette free agency? J'aime bien la tentative de corner avec Shaquille Griffin, parce qu'il avait été quand même très bon avec les Seahawks au tout début avec les Jaguars. Il a vraiment baissé de niveau depuis 1 voire 2 ans maintenant. Voilà, 1 an, 1,5 million. Qu'est-ce que tu risques au final? Pas grand-chose. S'il performe, c'est tout bénef. S'il performe pas, il est cut et voilà. Mais pour le coup, ouais, les anciens joueurs qui ont été bons, qui commencent un peu à décliner, pourquoi pas retenter. Après, ouais, comme l'a dit Axel, la partie défensive a aussi été considérée avec Jerry Tillery qui était plutôt bon avec les Raiders. Pareil, en fait, c'est des ajouts comme ça, des joueurs de rotation, mais qui vont forcément apporter. Donc, quand je dis rotation, c'est-à-dire qu'ils vont pas faire les 3 ou les 4 tentatives. En fait, ils vont être là sur des situations vraiment spécifiques, mais ils vont forcément performer parce que ils ont fait toute leur carrière là-dessus. Donc, c'est bien, c'est intelligent. Et effectivement, Flores, il n'arrivait que depuis 2 ans maintenant. Peut-être qu'il commence vraiment à bâtir l'équipe que lui veut mettre en place sur le terrain, parce qu'on a vu ce que ça a donné quand il était défensif coordinateur plus ou moins officiel avec les Patriots, puis head coach aux Dolphins. Ouais, les équipes défensivement, elles étaient vraiment pas marrantes à jouer. Donc, s'il arrive à construire une escouade qui lui ressemble, ça peut être que bénéfique pour les Vikings. Yes. Bon, on va passer à la partie un peu plus négative. Cette fois, Axel, je vais te laisser commencer. Euh, Qu'est-ce que tu as moins aimé dans cette free agency? Ça peut être tout, hein. Tu as parlé de Cousins, tu as parlé de Hunter. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est d'autres? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce que. Voilà. Ouais, mais en fait, il y a peu de choses que j'ai pas aimé parce qu'en fait, bon, j'aurais bien aimé garder Hunter parce que c'est un joueur, je pense qu'il aurait été bien qu'il fasse toute sa carrière aux Vikings, mais après, bon, d'un côté, il rentre dans son état d'origine, c'est assez cool aussi. Mais bon, à ce prix-là, en fait, on n'aurait pas pu le garder, donc bon, après, c'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Pareil pour Cousins, bon, ça aurait été bien de le garder 1 an de plus, mais lui, il l'aurait pas aimé. Bon, au final. Quand on voit ce que les Falcons font avec lui, c'est dommage pour lui, mais bon, voilà, c'est tant pis. Mais non, moi j'aurais peut-être pris, on a re-signé Dalton Reisner sur la ligne offensive. J'aurais peut-être pris un profil plus jeune, un peu plus, peut-être aussi un centre pour faire un peu la concurrence. Mais bon, ça, après, on sait jamais, quoi. Ouais, toujours compliqué. Toi, de ton côté, PA, j'ai vu que tu avais trois petits joueurs que tu as eu du mal à voir partir. Moi, je rejoins ce qu'a dit Axel. C'est vrai que Hunter et Wanu, la non-resignature, le fait de les perdre, ça va quand même créer un vide. Hunter, l'année dernière, il a fait quand même, encore une fois 16 sacs et demi et Wanum 8 sacs. Donc, tu arrives déjà, voilà, c'était ces deux additions-là sur le total de sacs pour lequel les Vikings n'étaient déjà pas au top, parce que tu es plutôt milieu de la ligue avec 43 sacs. On verra après, ça a aussi été considéré à un autre moment. Et du coup, ouais, Davenport aussi, mais paf, il a apporté, mais peut-être moins que ce qu'il avait fait aux Saints, mais surtout parce qu'il part aux Lions, qui est du coup un rival de division. T'en parlais Alex, effectivement, le fait de perdre des joueurs, c'est déjà parfois un crève-cœur, et surtout de les voir signer chez un rival de division pour lequel tu vas le rencontrer 2 fois dans l'année. C'est un peu compliqué, à avaler, je trouve. Mais voilà, après, sur l'aspect offensif,
J'ai pas compris pourquoi Osborne n'a pas été re-signé. Je pense que c'était un joueur qui était apprécié. J'avais cette impression-là en tout cas, un joueur qui peut prendre la profondeur. Et du coup, ça faisait un joli trio avec Addison et Jefferson. Alors peut-être parce que son nom ne se finissait pas en son, on ne sait pas. C'est sûr, c'est sûr. Avec Hawkinson, c'est sûr. Ouais. Avec Hawkinson, c'est sûr. Mais à titre perso, je suis très content qu'il signe chez les Patriots, surtout pour ce tarif-là, 1 an, 4 millions. Mais c'est vrai que du coup, pour ce tarif-là, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé de le re-signer. Peut-être qu'ils demandaient plus finalement aux Vikings. Mais je trouvais que c'était un joueur intéressant, en tout cas dans l'effectif. Toujours un joueur de complément, un troisième receveur, il sait où est sa place. Et pour le coup, voilà, il a toujours fait ses stats, il a toujours été présent durant les saisons. Donc, dommage. Ouais, si je devais juste rajouter un truc sur Davenport que tu as dit, s'il joue autant que la saison dernière, c'est pas sûr que les Vikings le croisent 2 fois. C'est... voilà, juste cette petite précision. Il commence pas en tout cas. Il s'est reblessé là dans les training camps au Lions. Ouais. Ok, ouais. Bon, mais effectivement, c'est toujours un problème de... Moi je suis d'accord, hein, c'est toujours un problème de voir partir, même s'il est blessé, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a... Moi je suis aussi d'accord avec toi sur Osborne. Un peu du mal à le voir partir. Mais après, le reste c'est assez clair. J'aime bien l'arrivée de Trent Sherfield pour le coup. Que je trouve un bon joueur. Que j'avais bien aimé aux Bills. Que j'avais bien aimé un peu partout. Dans mes souvenirs, il avait joué chez nous, une année, ouais. aux Dolphins. Et c'était cette année-là où je l'aimais bien pour les bombes de 75 yards. Il en avait fait 2 ou 3 dans mes souvenirs. Une passe de Tua rapide et Sherfield qui prend et qui balance et qui va jusqu'au bout. Très cool. Si ça peut vous servir là-dessus en menace profonde un peu, et ça peut être sympa. Et voilà, j'aime bien Trent Sherfield pour le coup, qui je pense peut bien remplacer Osborne. Donc on verra. Mais voilà, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ah oui, parce que j'aimais pas Osborne, mais j'aimais bien Sherfield. Voilà. Je me suis un peu perdu, désolé. Mais voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous voulez parler sur cette free agency ? Après, c'est vrai que c'est pas des signatures de nouveaux joueurs, mais forcément c'est un peu une pierre angulaire de notre franchise, c'est l'extension que signe Jefferson. Donc il est bloqué pour au moins 4 saisons de plus. Pour nous, c'est un bonheur. Hein. Donc moi, j'avais pas de doute sur le fait qu'il allait signer. On voyait plein de rumeurs de trade, comme quoi il voudrait partir parce que Kirk Cousins était parti, etc. Pour moi, c'était sûr et certain qu'il allait signer, qu'il fallait lui donner tout ce qu'il voulait, parce que je pense que le joueur sur lequel il faudra construire au moins sur les 5 premières années, peut-être sur les 10 prochaines années. Et s'il part, je serais très triste. Voilà. Et bah tant mieux, il n'y aura pas à en discuter. En plus, il a pris un beau contrat, un beau bébé. Il a pris quoi ? C'est 35 millions par an ? Ouais, 140 millions sur 4 ans avec 110 millions à garantie. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est franchement. le non QB le mieux payé de la ligue. Ouais. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, regardez au moment de sa draft, où du coup c'est les Eagles qui sont devant les Vikings, et les Eagles prennent Reagor, je crois que c'était à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Regardez la réaction du front office des Vikings, c'est à mourir de rire. Les mecs hallucinent que les Eagles se passent devant Jefferson, et du coup je crois que le coup de fil, ils avaient déjà le téléphone en main en disant c'est bon, on a notre choix. Ouais. C'était fou. Donc, c'était fou. Parce qu'en plus, il y avait d'autres QB. C'était l'année de Judy en plus, si mes souvenirs sont bons. Judy, Ruggs et l'autre qui me. Lemb. C'était Lemb aussi. Ouais, Lemb, Régor. Putain, il y avait du monde sur cette draft-là. Qui était bonne. Hein. Putain, sur les receveurs, c'était beau. Autre chose sur la free agency ? Ou on passe à la draft ? On va passer à la draft alors. Pour la draft, on va énoncer les choix. Après, on en parlera un peu plus en détail. Avec le premier pick, au pick 10, vous avez récupéré JJ McCarthy, votre QB d'avenir de Michigan. Avec le pick 17, vous avez récupéré Dallas Turner, linebacker d'Alabama. Au 4e tour, on en parlera plus tard, mais Kyrie Jackson, cornerback d'Oregon. Au 6e tour, Walter Rouse, offensive tackle d'Oklahoma, suivi de Will Reichard, de kicker d'Alabama. Au 7e tour, Michael Jurgens, center de Wake Forest. Et au 7e tour encore, Levi Drake Rodriguez, defensive tackle de Texas A&M. Avant de parler de la draft, on parle vite fait de Kyrie Jackson, parce que c'est horrible ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un accident de voiture. Voilà. Donc,
PA, tu me disais que tu avais vu un peu C'était quoi? C'est le bonus à la signature qui va être donné à sa famille? Ouais, c'est sorti là il y a une heure et demie, j'ai eu l'info là Mm. sur Twitter. Du coup, le reste du bonus à la signature sera donné à sa famille ou ses enfants s'il en avait. Et du coup, sur tous les casques des Vikings, il y aura ses initiales pour tout le monde. Et au niveau du coach, des coachs, ils auront tous un pins aussi. Alors, je sais plus si c'est à son effigie ou avec ses initiales. Ouais. Voilà, Ouais. bon. Dur. Axel, pas simple, j'imagine aussi. Bah, c'était un choc parce qu'en voyant la nouvelle, je pensais que c'était, enfin, on n'arrive pas à imaginer quoi, que c'est le joueur que tu viens de drafter qui décède. Donc assez compliqué, surtout que tout le monde était unanime pour dire que c'était un super gars, en plus qu'il y avait beaucoup d'espoir placé en lui, surtout à un poste où il y avait la place de prendre des beaux snaps. Donc c'est vraiment tragique et tout le monde est déçu. Je suis très content que son bonus soit reversé à la famille. Je sais que aussi la franchise participe à une partie à ses funérailles. Je sais que les coachs aussi iront aux funérailles qui auront lieu dans la semaine là. Donc j'espère qu'on cette saison on va pouvoir l'honorer. Et voilà, j'ai pensé à tous ses proches quand même. Parce que c'est quand même dommage de mourir à cet âge-là, quoi. Ouais, totalement. Bon, voilà. Donc, on va maintenant essayer de parler d'un sujet un peu plus joyeux. En parlant de la draft et un peu de ce qu'on a aimé et de ce qu'on a un peu moins aimé, on va plus parler de Kyrie Jackson évidemment, on va parler du reste. PA, je vais te lancer la patate chaude, du coup je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette draft, en plus particulièrement on va dire sur cette draft des Vikings? Je pense pas que je vais être très original, mais le premier tour des Vikings, ils sont allés les chercher en fait. C'est au-delà des joueurs choisis qui sont. Alors, DJ McCarthy, il est encore jeune, donc il va se peaufiner. Et puis voilà, on verra dans 1, 2 ans ce que ça va donner. Mais de prendre finalement par rapport au consensus, l'un des meilleurs, voire le meilleur pass rusher. C'est top. Et à chaque fois, en fait, ils ont fait des trades pour monter, pour récupérer ces joueurs-là. Et ça, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est qu'ils ne sont pas restés attentistes en disant ouais, je vais attendre pour voir quel QB va descendre. Et puis si c'est Bonix, eh ben, ça sera Bonix. Et si c'est un autre joueur, ça sera un autre joueur. Non, ils voulaient probablement. Peut-être pas McCarthy, mais en tout cas, c'était ce joueur-là qui était assez haut dans leur shortlist. Ils l'ont eu. Ils avaient monté avant la draft pour l'avoir, ils l'ont eu. Et pendant la draft, ils sont montés en 17e pour prendre Dallas Turner. Donc, ça vient combler en fait directement deux needs prégnants, le poste de QB et le poste de edge rusher, puisque, comme on a dit, Daniel Hunter est parti aux Texans. Donc, top de ce côté-là. C'est deux jeunes joueurs que tu as payé pas trop cher. Donc du coup, tu peux construire derrière une équipe pendant 4 ans, voire 5 ans, avec justement des extensions de Jefferson et autres. Mais voilà, tu solidifies d'une part ton attaque, tu solidifies ta défense. Sur un premier tour, c'est tout ce qu'on demande. On en parlait lors de l'épisode sur les Dolphins, les Dolphins qui prennent Chop Robinson, on avait un peu du mal, enfin moi en tout cas, et que tu avais moyen de monter pour prendre justement Dallas Turner, tu pouvais prendre Jared Verse, tu pouvais prendre un offensive tackle, et t'attends, et au final il te reste pas que Chop Robinson, parce que t'en as que 20 qui sont sortis avant, mais le fait de monter, déjà d'aller récupérer le pick 23 au moment où vous allez le récupérer, avec les Texans dans mes souvenirs, où vous tradez, c'est quoi, c'est un second tour la saison prochaine et des picks de cette année. Au final, vous retradez derrière avec Jacksonville pour aller récupérer encore un pick. Et là, vous envoyez un 167e. Donc, c'est quoi? C'est un 5e tour pour un troisième. Et voilà. Et tu récupères un 5e tour et tu envoies un 3e. Enfin, bon. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est agressif, c'est bien. Tu vas chercher le 3e defensive player de la draft et considéré comme beaucoup comme le meilleur. Et tu récupères JJ McCarthy qui est. Enfin, il y en a qui disent que ça peut être le plus gros différentiel entre là où tu le récupères et là où ça peut monter. Donc, tu prends un projet et un mec assez sûr en défense. Moi, je trouve ça top. Pareil, c'est d'accord avec toi, PA. Toi, Axel, content? Est-ce que tu aurais préféré un autre QB? Parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait Penix qui était pas loin. Il y avait Bonix qui était pas loin. Après, les 3 de devant, c'était un peu compliqué d'aller les chercher. Mais voilà, est-ce que il y avait Spencer Rattler aussi, on sait jamais. Il est tombé au 5e tour, ça aurait pu être une bonne valeur. Est-ce que t'es content avec JJ McCarthy? Voilà.
Ouais, en fait, moi, j'étais vraiment dans l'équipe pour monter au troisième choix. Je voulais Drake May. Je sais Ok. pas pourquoi. J'aimais bien le joueur. Donc, je pensais que les Patriots auraient succombé aux sirènes de dire voilà, bah, on vous file 2 tours cette année, peut-être un tour l'année prochaine, pour construire votre équipe tranquillement avec plus de choix, parce qu'il y a quand même beaucoup de trous dans l'effectif des Patriots. PA est fan Mais des Pats, pour info. c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais après, je comprends la logique des Patriots de pas avoir. D'avoir vu en Drake May le futur, parce que c'est quand même un joueur que j'aime bien aussi, donc bravo d'avoir gardé ça, même si je pense que vous avez été un poil gourmand, mais c'est normal, c'est le jeu. Et non, après, je suis content que le front office ait pas perdu le fil. Monter juste d'une place pour prendre McCarthy, qui était selon moi le meilleur quarterback à ce niveau-là, et pas non plus vendre la maison, parce qu'il y avait des projections qui disaient pour avoir McCarthy, il faut monter en 4, il faut monter en 5, donc faut faire sauter ton deuxième choix du premier tour, voire un choix du premier tour l'année prochaine. Là, je l'aurais eu mauvaise quand même, mais en restant au 10 et en prenant McCarthy, en gardant le 17 et en prenant Dallas Turner, ça reste quand même un premier tour réussi. Je suis content à voir comment les joueurs après vont évoluer. C'est toujours le risque. Mais de ce qu'on voit sur le printemps et le début d'été, pour l'instant, ça prend le bon chemin. On verra ce que ça donne contre des vraies confrontations. Mais voilà, j'ai bien aimé en fait comment on a navigué sur ce premier soir, sans mettre en péril un peu la suite du week-end et aussi la draft de l'année prochaine. Ça, c'est... Ouais, quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est le fait que quasiment tous les joueurs, je pense, seront pas starters en semaine 1. Ouais. De ce que je vois, Dallas Turner, c'était le seul où je pensais qu'il pouvait jouer, mais en fait, de ce que je vois, il est un peu barré par pas mal de monde encore. Euh, Même si je pense qu'il y aura une place qui va se faire pour lui d'ici la fin de saison. Mais tout le reste, tu sais que ça va attendre, à part le kicker, parce que quand tu draftes un kicker, tu le fais jouer direct. Oui. Mais voilà, je trouve que c'est bien d'avoir le temps d'apprendre et de les mettre dans des conditions en mode on croit en toi, t'as 3-4 ans pour t'améliorer. Même JJ McCarthy, s'il joue pas un snap là, cette saison, je serais pas surpris non plus. Donc voilà, je trouve ça cool cette partie-là de pas de pression, on reconstruit à peu près. On a encore une année où on peut attendre et progresser à votre rythme. On va passer au côté un peu plus négatif, j'imagine. PA, je te laisse commencer. Est-ce que tu as t'as des déceptions ou est-ce que tout roule dans le Minnesota? Bah, c'est difficile d'avoir des déceptions parce que finalement, il y avait les deux premiers tours, enfin, sur les deux premiers picks sur le first round. Et puis après, celui d'après, c'était au quatrième round. Et après, 6 et 7. Donc, tu peux pas non plus attendre d'avoir des joueurs d'impact immédiat sur des tours 6 et 7. Ça va être des paris. Ce que j'ai bien aimé justement sur ces paris-là, c'est qu'il y a eu deux joueurs sur la ligne offensive qui restent quand même une faiblesse du côté des Vikings sur un poste de garde, sur le poste de centre. C'est comme voilà, il faut solidifier cette partie-là. On n'a pas parlé pendant la free agency, mais peut-être que ça aurait pu être considéré aussi avec des joueurs free agents. Mais voilà, sur les tours un peu plus lointains, ils ont considéré ce qu'ils pensaient utile. Donc, ils ont pris un kicker, ils ont pris deux joueurs de ligne offensive et un defensive tackle. Donc, ça joue sur les lignes. C'est, comme on disait, tu solidifies d'abord tes lignes offensives, défensives, et puis après, tu vois le reste. Donc, là-dessus, rien à dire. On verra ce que vont donner les joueurs. Peut-être pas, comme tu disais Alex, peut-être pas cette année, mais en tout cas l'année prochaine, s'ils arrivent à se développer correctement pendant la saison 2024, ça peut devenir des titulaires in fine. Axel, toi, tu as des déceptions sur cette draft? Pareil. Ouais, une petite déception en fait. Quand tu suis la draft sur le week-end, t'as toujours des profils qui sortent. Moi, j'aurais bien aimé prendre un bon gros nose tackle. C'est un profil qu'on n'a pas forcément. Des fois, tu dis en plus ça, avec ce pic-là, on aurait pu prendre tel joueur à ce moment-là. Mais bon, c'est vrai que nous, on est dans notre canapé alors qu'il y a une équipe de scouts et une équipe de spécialistes qui piquent à notre place. C'est pas évident. On est meilleur que Je peux ça, c'est concevoir. comme dans tous les sports, on est mieux que les scouts.
Mais oui, en plus, enfin, je suis pas mal de Trick Play podcast et ouais, il y a toujours ils font toujours des fiches, il y a des joueurs qu'on apprécie un peu plus. Et donc, ouais, des fois, tu te dis, bah, on est passé à côté de lui, c'est un peu dommage. Bon, après, tu apprends que le joueur, il fait pas un snap et il passe en XFL. Donc, tu dis, bon, c'est pas très grave, on a pris mieux au final. Bon, voilà. Mais bon, on n'avait pas forcément beaucoup de choix parce qu'on en avait filé déjà pour monter et puis pour aussi naviguer comme on a pu le faire. Mais voilà, si j'ai juste un regret, ouais, c'est prendre un gros profil comme ça. Sinon, ça va. Moi, j'ai trouvé la draft assez cohérente. Des profils un peu seniors où les mecs étaient un peu capitaines dans leurs équipes. Donc, pas non plus des têtes brûlées entre guillemets, des mecs qui ont la tête sur les épaules, qui ont, comme vous l'avez dit, le temps de progresser tranquillement, à voir après le potentiel, mais je pense que je fais confiance là-dessus à nos dénicheurs de talent. Et c'est ce qu'il faut faire. En général, ça aide de faire confiance. Après, je sais pas, est-ce que toi tu es content des drafts? Bon, alors, effectivement, tu as un Jefferson qui peut te, comment dire, donner du crédit pour les 25 drafts prochaines. Mais est-ce que tu es content des drafts précédentes, des années précédentes des Vikings, ou est-ce que tu as des années où tu te dis, purée, on a drafté ça, voilà, avec le nouveau régime, hein, bien sûr, pas avec nécessairement l'ancien, mais plutôt le nouveau. Quand tu regardes nos historiques de premier tour, c'est pas si mal, parce que l'année dernière, on prend Addison. L'année d'avant, j'ai plus souvenir, mais l'année d'encore avant, il y a eu Dariso. Il y a eu Jefferson. Donc là-dessus, ça a été bien. C'est surtout après, on a souvent un trou entre le second tour et le troisième tour, où c'est des pics qui ont souvent été balancés pour de draft, soit pour récupérer Hawkinson, soit pour monter ou autre chose dans le premier tour. Et après, forcément, quand tu arrives au 4e, 5e, 6e tour, 7e tour, c'est plus des projets qu'autre chose, des mecs forcément que tu n'attends pas, ou des postes que tu n'attends pas forcément. C'est toujours des paris, donc c'est compliqué à juger. J'ai même plus le nom en tête. Hein. Des fois, il y a des drafts où tu as gardé un ou deux joueurs seulement, ou il y a des drafts où on a gardé plus de 3, 4, 5. Ce que j'ai aimé l'année dernière, c'est que c'était assez consistant au niveau des postes. Il y a eu des postes qui étaient assez doublés et des joueurs, je pense, qui vont exploser. Je pense à Micah Blackmon et aussi Jacqueline Roy. Je pense que cette saison, c'est pour eux. Puis après, des fois, tu as des coups, pas forcément dans la draft, mais en une drafted free agents. Là, on a Ivan Pace cette saison, qui l'année prochaine va avoir le green dot sur le casque et va annoncer les jeux sur le terrain. Cette année, il y a peut-être aussi quelques profils qui vont se dévoiler. Donc, c'est assez difficile à juger. Je suis assez content des drafts des dernières années, mais je pense que ça pourrait être mieux fait. Après, c'est pas évident. Je comprends. On ne peut pas tous faire les drafts des Ravens chaque année, quoi. Oui, c'est ça. Ou celle des Eagles sur les années précédentes, Ouais, les après, dernières ouais, années. c'est plus simple quand tu as un effectif plus complet d'avoir quelques touches. Quand tu es les Chiefs, les Eagles ou les 49ers, c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux prendre des paris qui deviennent Ouais, quelque voilà. chose d'un peu plus, C'est ça. beaucoup plus simple. Mais c'est bien déjà, Parce si que- t'es assez satisfait, c'est cool, mais Oui, non. c'est une équipe agressive, donc c'est bien. On l'oublie, hein, les Chiefs, ils avaient parié sur Clyde Edwards-Helaire et il n'a jamais rien fait, par exemple. Donc, non, mais il y a des paris sur des équipes, effectivement, qui sont déjà bien stack. Et effectivement, ces paris-là, quand ils réussissent pas, ça se voit moins. Mais du coup, je regardais, il n'y a eu aucun running back de prix, même en UDFA. Je regarde le roster. Va pas falloir que Aaron Jones il soit blessé, quoi, parce que derrière, Oui. c'est assez vite, quoi. Et c'est vrai que les running backs, allez, pris au 6e, 7e, moi je peux l'entendre, pas avant. Mais par contre, de tenter un pari en UDFA, ça coûte rien, c'est un running back. Et bizarre un petit peu le fait de justement de se débarrasser des deux running backs titulaires sur les 2 dernières années et puis d'avoir que, je dirais, Aaron Jones qui va prendre beaucoup de snaps, en sachant qu'il était un peu blessé l'année dernière. T'as Ty Chandler quand même, qui est le seul running back à avoir passé les 100 yards cette saison pour les Vikings. Et tu as... le seul running back à avoir mis un touchdown, parce que Mattison, il est fini à 0. Ouais. Et aussi, t'as la légende des Dolphins, Miles Gaskin. Donc là... Exactement. Je veux dire, t'es bien, hein, franchement. Road to Super Bowl, là. On reconnaît. Bah ouais. Et CJM, évidemment. Ouais, fullback. Double menace. Ouais. C'est ça. Bah écoute...
Est-ce qu'il y a autre chose Ils à ont- rajouter sur cette Ils ont, vrai, ils ont, ouais. ils ont pris la notion d'avoir de la viande un peu trop au sérieux en prenant du coup aussi Ham, tu vois. Ils n'ont pas compris le truc du ah non, en fait, ok, on n'a pas compris, dommage. Ouais, bien dommage. Bien C'est vrai dommage. que c'est un poste, ouais, on aurait pu choisir. Mm. J'attendais au moins un choix là-dessus. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ce poste, mais c'est vrai que ouais, on aurait pu. Mais surtout que là, il y a eu pas mal de running back cette année. Je crois que la QV était assez longue, assez profonde. Ouais. Après, c'est pas dit qu'on chope pas un free agent là juste avant la pré-saison. Ça parlait de Cam Akers qui devait signer. Je crois qu'il a je crois Il est au qu'il Texan. a peut-être Il est parti raté, au il a peut-être raté Texans. sa visite médicale, donc il est parti aux Texans, qui deviennent un peu notre équipe jumelle. Les Texans, Mais de toute manière, quand tu rates une visite médicale, c'est pas très grave, hein. Ils ont pris... leur running back room, c'est Joe Mixon et Cam Akers maintenant. Avec Damien Pierce, je pense que la visite médicale pour les running backs est... Bonjour, ça va? Oui, ok, bref, c'est passé. ouais, Top, bah, on va pouvoir aller se projeter sur la saison prochaine. Déjà, avant ça, est-ce que vous considérez que les... Alors après, voilà, il y a besoin et besoin, hein. Il y a besoin pour gagner et besoin pour survivre. Mais est-ce que les besoins ont été comblés lors de cette free agency? Axel, tu avais des demandes précises, notamment au niveau de la défense. Est-ce que tu trouves que tu ressors de cette off-season, donc free agency et draft, en étant satisfait? satisfait, oui. Après, oui, il faut voir comment là ça se prend. Après, franchement, je fais confiance à Flores là-dessus. Je vois ce qu'il a pu faire sur la saison dernière avec les joueurs. Là, il a quasiment, surtout la secondaire, il a quasiment les mêmes joueurs. Après, il a des nouveaux joueurs sur la ligne défensive. Donc, je pense qu'il va réussir en plus à faire une bonne pré-saison, un bon camp pour arriver sur les matchs que tout le monde ait digéré le système. Donc là, satisfait là-dessus. C'est peut-être après sur la question du quarterback, tu remplis les needs, mais est-ce que ça va être assez efficace pour les armes que tu as à côté? C'est toujours le gros point d'interrogation de Sam Darnold. Est-ce que il va enfin dévoiler le talent qu'on lui prête depuis sa draft, ou garder un peu le jeu qu'il montre depuis les quelques saisons qu'il fait? Est-ce que McCarthy va être le quarterback que Michigan prétend qu'il est? Voilà, beaucoup de questions là-dessus. Ça va être, c'est le poste le plus important, mais ça va être le fil rouge un peu, je pense, de cette saison. Ouais. Toi, PA, t'en penses quoi? Je pense qu'ils ont bien adressé, en tout cas la partie défensive, ils ont vraiment fait le ménage pour que la défense soit un peu mieux adaptée au système de Flores, qui aime bien mettre beaucoup la pression sur les quarterbacks adverses. Euh, Moi, j'ai un peu moins de doutes sur Darnold, dans le sens où j'apprécie énormément Kevin O'Connell. Je trouve que c'est un head coach qui est vraiment extrêmement bon, peut-être un peu sous-coté, je trouve d'ailleurs. C'est pas lui qui a gagné l'entraîneur de l'année dernière. Non, C'était Stefanski. je crois. Ouais, je crois que c'est lui. Donc, enfin, je trouve qu'il fait vraiment un taf incroyable depuis qu'il est arrivé chez les Vikings. Il était avant chez les Rams, donc on va parler encore de l'arbre McVay, etc. Mais quand on voit ce que Shanahan a pu faire un petit peu avec Darnold l'année dernière sur un ou deux matchs, je me dis que O'Connell peut faire aussi bien, en tout cas faire ressortir les bons côtés de Darnold. C'est pareil, quand on a vu ce qu'il a fait avec Dobbs, avec Mullens, bon, bah voilà, on peut estimer que Darnold est quand même un cran au-dessus. Donc, c'est bien, comme je disais, je trouve que c'est bien d'avoir un QB vétéran pour entourer McCarthy. On verra s'il rentre pendant la saison ou s'il passe vraiment toute la saison complète sur le banc. Il a que 20 ans ou 21 ans, hein, donc c'est vraiment un joueur que l'on peut garder au frigo pendant au moins un an pour qu'il s'adapte à la NFL. C'est Ryan, je crois, qui disait que voilà, entre le football universitaire et la NFL, il y a un gap, mais qui est vraiment monstrueux sur tous les schémas, sur tout ce que tu veux, schéma offensif, défensif. C'est vraiment pas du tout le même monde. Donc voilà, il a fait 1 ou 2 ans à Michigan, notre ami McCarthy. Bah, une année supplémentaire dans une équipe NFL à regarder ce que fait un vétéran et à regarder les systèmes de jeu
d'O'Connell, ça peut être que bénéf. Hein. Je me souviens de Jefferson, je ne sais plus exactement comment il l'a dit, mais en gros, il avait dit que quand O'Connell est arrivé aux Vikings, il a dit « Je comprends mieux comment Kupp peut être aussi libre tout le temps ». Donc c'était il y a 3 ans. Donc voilà, je pense que c'est assez représentatif de ce que peut proposer comme schéma de jeu Kevin O'Connell pour rendre finalement les receveurs libres très rapidement et donc du coup faciliter, je dirais, la lecture du quarterback. Donc là-dessus, sur l'aspect offensif, je me fais pas trop de questions. Soit Darnold il performe, ou alors ils arrivent à faire rentrer McCarthy, mais pour le coup, c'est plutôt bien. J'ai un plus gros doute sur la ligne offensive. C'est dommage qu'elle n'ait pas été considérée peut-être un petit peu plus sur la free agency. Comme je dis, sur la draft, c'est difficile avec le nombre de choix qu'ils avaient, en tout cas le nombre de choix hauts qu'ils avaient. Ils ont préféré partir sur d'autres choses, et tant mieux. Mais voilà, peut-être que ça sera du coup l'année prochaine, mais pour moi, faut en attendre une meilleure saison que cette année. En tout cas, un bilan peut-être un petit peu plus positif, quitte à arriver à la moyenne. Mais contender playoff, j'ai encore un petit doute. Bon, on va pouvoir en parler on va pouvoir aller regarder tranquillement le planning, pardon. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez le planning sous les yeux maintenant. Donc on commence avec les Giants suivis des Niners, suivis des Texans, suivis des Packers, avant d'aller jouer en Angleterre contre les Jets. Ensuite c'est la bye week. Après c'est les Lions, les Rams, les Colts, les Jaguars, les Titans, les Bears, Cards, Falcons, Bears, Seahawks, Packers et les Lions. Désolé, je n'ai que les initiales, donc le temps que ça revienne dans le cerveau, des fois ça prend un peu de temps. Mais voilà, un petit planning en gros, avec une bye week en semaine 6, un match à Londres en semaine 5 juste avant. Quelques matchs en prime time. Il y en a 1-2 dans mes souvenirs. Voilà, c'est déjà pas mal. Axel, est-ce que tu as... Voilà, qu'est-ce que t'aimes sur ce planning? Qu'est-ce que t'aimes un peu moins sur ce planning? Est-ce que tu le trouves bien? Est-ce que tu le trouves compliqué? Tes avis? C'est compliqué parce qu'au final, il y a quelques années, on se disait bon, dans la division, si tu bats les Packers, t'es assez tranquille. Là, ça commence quand même à devenir assez dense. Les Lions sont une équipe bien construite, assez solide, donc ils vont encore faire des belles choses cette année, logiquement. Bon, les Packers sont toujours là, à voir si Jordan Love a son contrat, mais ils ont quand même une équipe assez complète. Et puis, tu as les Bears avec l'arrivée de Caleb Williams et quelques arrivées bien senties pour l'épauler. Donc, ça va pas être une mince affaire, tous ces matchs de division. C'est pas facile à pronostiquer. Donc, ça va donner la clé de la saison. Hein. Je pense que, honnêtement, là, on est troisième voire quatrième équipe de cette division. À voir si la sauce prend. Hein. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le reste du calendrier est pas facile. Après, la vérité de juillet n'est pas la vérité de novembre ou de décembre. Hein. On verra sur place ce que ça dira. Mais ce que j'aime bien, c'est que la bye week arrive assez tôt. Donc après, tu peux te mettre en mode commando et dire bon là, t'as une période longue pour peut-être espérer de choper les playoffs. Voilà, on s'y attelle, on prend les matchs un par un. Tu prends un rythme, un match par semaine, et après le travail vient en rouleau compresseur, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a plus la bye week assez tôt et j'ai hâte de voir ça. Parce que du coup, vous croisez avec la NFC West, vous croisez avec la FC Sud, et ensuite c'est des autres matchs contre d'autres équipes qui sont pas dans la division ou quoi. Ouais, le planning il est compliqué. Le début de saison, heureusement qu'il y a les Giants, je trouve. Parce que sinon, si tu rajoutes par exemple Détroit en semaine 1, je trouve qu'avant la bye, c'est un bel enfer. T'as l'avantage voilà, que ce soit les Giants. On verra ce que les Giants sont. Mais je vois pas de... Enfin bon, c'était l'épisode précédent. Donc on a parlé des Giants dans l'épisode précédent. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, petit plug sur les autres épisodes. C'était Giants. J'ai du mal à voir d'autres équipes moins bonnes en NFL cette année que les Giants. Donc sur le papier, le 8 septembre, tu peux pas démarrer mieux contre les Giants normalement. Bon après voilà, t'as 4 matchs compliqués. Parce que les Jets, on sait pas encore ce que c'est, mais quoi qu'il arrive, tu joues à Londres, donc c'est un peu compliqué. Et après, la FC Sud, c'est une division vachement homogène.
tu croises des équipes qui peuvent clairement qui peuvent être bonnes, quoi. Enfin, quand tu croises Atlanta, tu sais pas ce que ça va donner. En plus, du coup, tu rejoues, tu réaccueilles Kirk Cousins en semaine 14 où il aura le temps d'avoir bien développé, d'avoir pu mettre Michael Penix au sol pour se préparer pour venir vous affronter. Donc voilà, ouais, le calendrier, moi, il me fait peur. Si j'étais fan des Vikings, il me ferait peur. Même d'ailleurs, en tant que fan de Dolphins, les Dolphins ont ce calendrier, j'ai peur. Parce que voilà, je sais que PA n'aime pas trop les Dolphins cette année. Donc voilà. J'ai dit qu'il ferait les playoffs. C'est vrai que t'as dit ça, j'avais oublié. Mais t'avais dit au début de l'épisode qu'il serait dernier de division aussi. Donc, faut savoir ce que tu dis aussi. Hein. Si vous deviez faire un petit prono sur le nombre de victoires cette saison, vous iriez vers quel chiffre à peu près, ou quel nombre, hein, attention, hein, si on est ambitieux, pardon. PA, toi, tirais sur quoi? Maximum 9. Ouais, je suis assez d'accord avec le maximum 9. Après, la question, c'est le minimum aussi. Parce que... Je pense pas qu'ils vont finir Fanny dans la division, donc 5. Ouais, entre En fait, je me dis que sur les 5 premiers matchs, il y a effectivement les Giants. Après, il y a quand même 3 favoris pour faire les playoffs, les Niners, les Texans et les Packers. Et on sait que sur les débuts de saison, ces équipes-là, elles sont pas non plus à 100%. Donc, pour le coup, l'année dernière, les Niners, ils faisaient peur et finalement, les Vikings, ils les ont battus. Alors, je dis pas que cette année, ils vont les battre de nouveau, mais tu sais que sur un match, ça peut se faire. Et pour le coup, le fait que ce soit en deuxième semaine, c'est peut-être le bon moment pour les prendre justement parce que la machine ne sera pas encore totalement huilée, qu'ils ne seront pas encore en train d'écraser tout le monde. Donc voilà, s'il y a bien une surprise à faire, ça sera à ce moment-là. Les Texans, un petit peu pareil. Les Packers, toujours un peu délicat parce que c'est un match de division. Donc on verra, pareil, semaine 4, on verra ce que ça peut donner. Et après, il y a tout le stretch, en fait. Colts, Jaguars, Tennessee, 2 fois les Bears, Arizona, Atlanta. Tu peux en prendre 6 en fait là-dessus, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. 6 sur les 8. En étant voilà, dans une très bonne dynamique, ça roule. Darnold, il a ses automatismes avec les 3 fous de l'attaque, les 3 sons de l'attaque. Ça peut cliquer, quoi. Il y a quand même, des faiblesses défensives toujours, et comme je dis, sur la O-line, mais écoute, voilà, si ça clique, si le groupe vit bien, comme on dit, bah écoute, pourquoi pas, hein, un petit 6 sur 8 sur ce moment-là, et puis après, tu es dans une bonne dynamique, pourquoi pas taper les Seahawks, finir toujours par les rivaux de division, Packers et Lions, ça sera toujours compliqué, mais écoute, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses, Axel? Moi, j'aimerais bien au moins faire mieux que la saison d'avant. Au moins, tu soulignes une progression. Et pas tout le monde est content, mais au moins tu dis, bon, t'as quand même fait mieux que la saison précédente. Mais je suis assez d'accord. Je pense qu'on sera autour de 8-9 victoires. Après, voilà, ça peut se bien se passer, tout le monde peut se trouver, comme ça peut être une saison galère où t'enchaînes les conneries et tu traînes ta peine jusqu'en décembre. Voilà. Ça, c'est les joies de ce sport, mais voilà. Mais je pense que oui, 7, 8, 9 victoires, on sera dans ces eaux-là, à mon avis. Ouais, assez d'accord. Et place dans la division, si tu devais placer l'équipe dans la division, tu parlais, enfin je sais plus lequel de vous deux disait 3 ou 4, mais voilà, c'est peut-être PA, avec son optimisme légendaire. Donc, ouais, c'est pas évident, mais j'espère pas faire dernier, quoi. J'espère si on fait pas une bonne saison, au moins faire 3. avec les Bears en dernier. Bah ouais, parce que bon, on espère que Caleb Williams est une fraude, mais voilà, ça après, ça on lui souhaite pas personnellement, mais on se le souhaite pour nous. On ne lui souhaite pas, ouais, effectivement, ouais. Mais oui, je comprends, en tant que fan des Vikings, t'as pas envie de voir un Caleb Williams pendant 16-17 ans être là côté des Bears. Surtout que les Bears, c'est quand même la seule constante au niveau de la division, c'est qu'il n'y a pas de QB, donc ce serait dommage qu'il y en ait enfin un, quoi. Exact. Sur ces belles paroles, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode?
Non? Bah écoute, moi non, je pense qu'on a été assez complet. Après, on a peut-être oublié des détails, mais ça, c'est des choses qu'on discute dans les groupes de connaisseurs. Donc, on a été assez complet sur l'équipe, à mon avis. Je pense aussi. Bah, du coup, Axel, on te remercie d'être venu avec nous Bah, pour merci cet à vous. épisode. Ça fait très plaisir. Je vous rappelle, vous pouvez suivre Axel @MinVikingsFR sur Twitter. Vous pouvez également le suivre sur Vikings Therapy, le podcast 100% Minnesota Vikings, si vous avez envie, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. PA, merci également d'être venu. C'était top. Merci à vous deux, c'était cool, ouais. On se retrouvera, je crois, pour le prochain épisode. Je crois qu'on est encore ensemble sur le prochain épisode qui Yes. sera sur les Falcons dans 2 jours. Donc on se lâche pas en ce moment là. Ça fait 3 épisodes sur 4 qu'on va faire ensemble. C'est on dirait une série de défaites des Vikings en début de saison. Donc, J'espère que vous faites moins de fumble quand même. Parce que... pour l'instant là, sur cette série de bilan, on n'a pas fait un fumble. On arrive à la fin là, on arrive à la 1 yard line. On sait pas, on verra ce qui se passe quand on arrive devant, si on arrive à faire une dinguerie ou pas. Donc voilà, merci à tous les deux. Je vous rappelle, vous pouvez nous suivre, nous, le front office à peu près sur tous les différents réseaux sociaux, plateformes d'écoute, donc le front office, Twitter, Instagram, YouTube, également Twitch. La saison va redémarrer, les lives vont redémarrer. Là, on est le 30 juillet au moment où l'épisode sort. D'ici 2 semaines, on devrait avoir au moins un live dans les 2 semaines à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, ou du moins à nous suivre. On ne parle pas d'abonnement, voilà, mais suivez-nous pour avoir les infos. Donc voilà, prochain épisode très marrant, on va parler des Falcons. Donc voilà, la transition est toute trouvée, puisqu'on parlera de la nouvelle maison de Kirk Cousins. Axel PA, encore une fois, merci à vous deux. Et puis aux auditeurs, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Et vive le football!